Bonsoir mesdames et messieurs, chers amis, chers invités, chers téléspectateurs de Média France TV, chers internautes. Nous vous souhaitons la bienvenue à notre émission Sans langue de bois. Ce soir, nous accueillons, comme chaque mercredi, Perrine Olf, donc, qui est la porte-parole du collectif judéo-arabe et citoyen pour la Palestine. Bienvenue à toi Perrine. Merci, bienvenue. Je suis contente de présenter aujourd'hui la Palestine, nos actions sur la Palestine. En tout cas, c'est la thématique de ce soir. Voilà. On va parler de la Palestine. Alors, avant de parler, bien évidemment, de la Palestine, de cette longue histoire, on va dire, quelque part désastreuse et injuste à l'égard du peuple palestinien, j'aimerais juste que tu puisses nous présenter en quelques mots le collectif. Pourquoi vous avez eu besoin de créer ce collectif? Il existe depuis combien de temps à Strasbourg? Quelles sont vos actions? À qui vous vous adressez? Et quels sont concrètement vos objectifs et vos projets? La parole est à toi. D'accord, merci. Oui, ça fait assez longtemps que nous avons créé ce collectif. C'était en 2002. Donc ça a été en fait peu après le lancement de la deuxième intifada. Et il y avait un groupe de parole à Strasbourg, un groupe de parole judéo-arabe qui parlait, qui discutait et qui ne faisait rien. Je veux dire, franchement, moi, ça m'a beaucoup... Enfin, plusieurs d'entre nous, on a été assez énervés, justement, de voir la situation tellement grave qui existait sur place et que nous, à Strasbourg, on ne faisait rien. Capitale des droits de l'homme, capitale de l'Europe, voilà, où il y a les institutions européennes. Donc, on a décidé de créer ce collectif judéo-arabe et citoyen pour la Palestine, parce que ce qu'on voulait, c'était rassembler les juifs, les musulmans, les chrétiens, les athées, enfin tout le monde, disons, toutes les personnes éprises de paix et de liberté, hein, qui voulaient s'engager avec nous pour aider un peu le peuple palestinien. Donc, disons que c'était ça l'objectif. Au départ, on ne savait pas trop ce qu'on voulait faire, hein. On avait surtout une lettre d'information sur Internet qu'on diffusait pour donner des nouvelles et expliquer ce qui se passait. Et puis, justement, ce qui peut intéresser aussi vos auditeurs, en 2004, on a décidé de faire une grande marche. Enfin, c'était pas une marche, c'était une grande route vers la Palestine. Et on est parti du Parlement européen. De Strasbourg, du Parlement européen. On a été même défendu, enfin le vice-président du Parlement européen à l'époque nous a encouragés à partir. On est parti de la cour, on avait fait une fête à l'intérieur de la cour du Parlement européen avec lui, qui a fait un discours avant notre départ. Intéressant. Ouais. Et donc là, on avait rassemblé, disons, des gens d'un peu toute la France et d'autres pays également. Et on était 120 à peu près, 120, oui à peu près. Et on a traversé toute l'Europe en 15 jours. Et en particulier, on a eu un accueil absolument fantastique en Turquie. En Turquie. Et je dois dire que moi, personnellement, qui suis d'origine juive, et je suis membre également aujourd'hui, je ne l'étais pas encore à l'époque, de l'Union juive française pour la paix, j'ai été extrêmement bien accueillie par les Turcs. Ça a été vraiment... Moi, j'ai dit que pour moi, ça a été mes plus belles vacances c'est joli, hein, que j'ai passées. Et c'était à Istanbul ou il y avait une ville bien précise? On est... alors, je ne me souviens plus bien des noms. Ça, je suis un petit peu désolée. Là, je n'ai pas fait attention. Enfin, j'ai pas regardé, disons, ce qui s'était passé. Mais on est passé par la Suisse, par l'ONU d'abord. Ensuite, l'Italie, où on a été très bien reçus aussi.
ensuite la Turquie. On a été chassés aussi de Serbie. Enfin bon, bref, je ne vais pas raconter tout ça, mais ça a été un grand voyage. Et on a été expulsés par l'armée israélienne à la frontière. Entre la frontière entre l'Égypte et Israël, c'est ça? Oui, C'est-à-dire c'est ça. à la porte de Rafah. Oui, c'est ça. Non, pas Rafah, pas de ce côté-là. On était, c'était en Jordanie, entre la Jordanie et Israël. Et parce qu'il y avait des amis palestiniens et israéliens qui nous attendaient de l'autre côté. Et ils ont envoyé l'armée pour nous chasser à coups de matraque. Entre votre départ de Strasbourg, vous étiez 120 personnes, et quand à l'arrivée, vous étiez combien? Oui, à peu près, on était encore nombreux. Ah, oui, tout Beaucoup plus nombreux, même? Non, à peu près pareil. À peu près pareil. Il y avait un bus, et puis des voitures. En 15 jours, on a fait ce voyage. Et donc cet événement-là a permis de solidifier, on va dire, cette association, où ça a été un peu votre marque de fabrique de la création de l'association, même si elle a été créée quelques années... 2 ans avant. 2 ans avant. Mais cet événement-là a permis, c'est-à-dire de votre implantation à Strasbourg. Oui, c'est-à-dire que ça nous a surtout permis de commencer un travail avec le Parlement européen. Qui continue toujours aujourd'hui? Qui continue toujours aujourd'hui, bien que cela soit peut-être plus difficile aujourd'hui qu'à l'époque, parce que la situation de la Palestine est vraiment gravissime. Les Palestiniens vivent une situation, une des pires situations de leur histoire aujourd'hui. Alors, j'aimerais, on parle de la Palestine, mais de la situation aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en tant qu'acteur, vous suivez ça, j'imagine, de très près, peut-être même au quotidien ou d'une manière hebdomadaire. Vous êtes informé, vous échangez des mails avec des personnes qui sont persécutées sur place, ou peut-être même que leur vie est en danger. Concrètement, quelle est la situation aujourd'hui en Palestine? Alors aujourd'hui, d'abord, il faut savoir que la Palestine historique existe avant Israël. C'était un grand pays et aujourd'hui, il n'en reste presque plus rien. Et disons que la colonisation et l'occupation des territoires palestiniens est allée de façon exponentielle, absolument terrible. Et aujourd'hui, sans parler de Gaza, où la situation est encore pire, les Palestiniens ont un espace de vie qui est extrêmement fragmenté et petit. Et en plus, ils sont en but à beaucoup de discrimination et de difficultés pour la vie quotidienne. Sans parler des arrestations, des emprisonnements, de la torture, etc. De ce point de vue-là, je voulais donner un petit exemple parce que je trouve que c'est très parlant. C'est arrivé hier, où il y a comme tous les jours d'ailleurs, comme très fréquemment, l'armée israélienne entre dans des maisons. En Cisjordanie. En Cisjordanie, elle entre dans des maisons. Alors, les soldats arrivent, ils fracassent la porte d'entrée, ils pénètrent dans le foyer en hurlant, tirant tout le monde des lits, menottent le membre de la famille recherché, parce que bon, ils ont un prétexte, pour quelqu'un qui les recherche pour une raison ou une autre, ils n'ont pas besoin de donner de raison de toute façon. Ce peut être le père ou l'un des enfants, voire quelquefois la mère. Ils saccagent tout à l'intérieur du foyer. Les meubles sont renversés, les cloisons sont abattues, les matelas et fauteuils sont défoncés, les armoires sont vidées, l'argent, les bijoux, les objets de valeur, les ordinateurs, les portables et les tablettes sont confisqués, la vaisselle est réduite en morceaux, les fils électriques sont arrachés, les appareils ménagers, frigidaires, cuisinières, fours, les postes de télévision ou de radio sont mis hors d'usage. Le lieu est rendu inhabitable. Il est possible que d'autres soldats reviennent plus tard dans la journée, accompagnés d'un ou de plusieurs bulldozers pour démolir la maison. Auquel cas la famille est prévenue afin qu'elle puisse récupérer ce qui peut l'être encore. Et quand les soldats sont partis, le soleil commence à pointer à l'horizon.
une nouvelle journée commence en Palestine occupée. Voilà, ça c'est une action qui est très fréquente, quotidienne. Mais c'est de l'humiliation, quoi. Ce que vous êtes en train de décrire, Oui. on dirait que c'est en situation de guerre. Mm. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une guerre où concrètement on n'a jamais mis son nom. C'est-à-dire Oui, il y a une qu'ouvertement, il y a, je dirais, à l'égard d'un peuple, il y a un génocide systématique, mais qui est fait d'une manière politique. Je ne dirais pas un génocide systématique, c'est-à-dire il y a une guerre, effectivement, dans le sens où il y a une armée qui essaye de museler un peuple, qui voudrait le faire partir d'un certain nombre de régions. Ils sont d'accord que des Palestiniens restent pour travailler pour eux, pour vivre là de façon en tant qu'occupés. Mais leur but, c'est d'occuper la plus grande partie de la Palestine. Mais sauf qu'aujourd'hui, ils l'ont déjà occupé. Oui, ils l'ont occupé. C'est-à-dire que moi, j'y étais en 2006. La monnaie, il n'y a pas de monnaie palestinienne, il y a une autorité palestinienne. Leur capitale, c'est Ramallah, mais la monnaie, c'est le shekel qui est utilisé partout. Pour passer d'un bout de la ville à l'autre, il y a systématiquement des barbelés, il y a des zones. Et après, il y a une colonisation massive. Tout à fait. Je veux dire. Et donc, concrètement, si ce qui est fait si on ne qualifie pas ça de génocide, peut-être que vous avez raison, mais alors on peut le qualifier comment? Qu'est-ce qu'on peut dire, c'est-à-dire à l'égard de ce peuple? Qu'est-ce qui est fait aujourd'hui, concrètement? Qu'est-ce que, par exemple, les rapports des Nations Unies disent du comportement de l'État d'Israël à l'égard du peuple palestinien? Les rapports de l'ONU qualifient, décrivent exactement ce qui se passe. Il y a beaucoup de membres de l'ONU ou de députés ou de responsables politiques, etc., qui vont sur place et qui font des rapports très précis sur la situation en comptant le nombre de maisons détruites, le nombre de gens arrêtés, le nombre de terres confisqués, le nombre d'oliviers arrachés, etc., etc. Mais malheureusement, jusqu'à présent, ça s'arrête là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de pression concrète sur Israël pour que Israël arrête, pour que Israël respecte le droit international. Mais est-ce que vous pensez que dans la configuration dont est le monde aujourd'hui, avec les Nations Unies, où quelque part c'est les grandes puissances du monde, notamment 5, qui font la pluie et le beau temps. C'est-à-dire qu'on peut prendre une résolution au niveau de la Grande Assemblée de l'ONU, à partir du moment où elle n'est pas appliquée, elle n'est pas mise en œuvre, je veux dire, les 5 pays font leur droit de veto et c'est fini, quoi. Je veux dire, on peut en débattre autant qu'on veut, mais la manière dont les Nations Unies sont régies aujourd'hui, elle n'apporte pas la paix dans le monde. C'est pour ça que nous, en fait, on s'adresse d'abord à la société civile. On s'adresse à la société civile, aux gens, à chacun, parce que chacun d'entre nous peut agir et peut faire pression aussi sur nos propres députés, nos propres politiques, pour agir, pour qu'eux-mêmes fassent pression. Je veux dire, et ça, c'est un mouvement très important qui existe aujourd'hui et qui grandit dans le monde entier. Bon, je ne parlerai pas du monde entier parce que nous, on est un petit collectif strasbourgeois, mais on sait aussi qu'on peut entraîner des personnalités de différents bords politiques à comprendre la situation et à agir avec nous pour défendre les droits des Palestiniens. Parce que ce qu'on veut, c'est quoi? C'est simplement que le peuple palestinien puisse vivre libre et sans colonie, sans arrestation, sans occupation d'abord, sans occupation et sans apartheid. Donc ça, c'est quelque chose que les lois, enfin les résolutions de l'ONU ont déjà permis sur le papier, mais n'ont jamais été appliquées. D'accord. Est-ce que, concrètement, pour en venir par rapport à la décision de Trump, depuis l'élection de Donald Trump,
lorsqu'on parle d'annexion de Jérusalem-Est en Cisjordanie, concrètement, qu'est-ce que ça signifie? C'est-à-dire, qu'est-ce que les États-Unis essayent d'entreprendre en disant qu'ils veulent que Jérusalem soit la capitale, la décision qui a été prise des États-Unis unilatéralement de décembre dernier. C'est vrai que le monde a bougé, notamment la France. Je pense que le président Macron a une position quand même courageuse, même si entre-temps Bibi est venu le voir pour le rendre visite à Paris. Votre position, c'est-à-dire comment est-ce que vous pensez, elle n'a pas été courageeuse d'après vous, la position? Je crois qu'il y a plusieurs choses là-dedans. D'abord, je voudrais faire remarquer que l'occupation de Jérusalem, d'abord la situation de Jérusalem, selon le droit international, justement, Jérusalem doit être divisée en deux, Jérusalem-Est pour la Palestine, pour les Palestiniens, et Jérusalem-Ouest pour Israël, et l'ensemble, disons, pour les trois religions. Jérusalem devant rester une ville pour les trois religions. Et c'est un sujet qui est très très sensible justement pour les trois religions. Donc toucher à Jérusalem est vraiment quelque chose d'explosif pour la paix au Moyen-Orient et la paix mondiale. Ça, alors pourquoi il le fait? C'est clair. Disons que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Israël grignote depuis longtemps toute la terre, aussi bien à Jérusalem qu'en Cisjordanie. Et donc Jérusalem-Est est déjà occupée en partie depuis longtemps. Donc il n'y a pas eu les mots de Trump veulent en fait terminer avec un travail qui est en train de se faire, parce qu'Israël occupe en fait, il pose un acte politique. Voilà. Il a posé un acte politique, alors que la réalité sur le terrain, c'est au quotidien une agression, et c'est quotidiennement une colonisation à l'égard du peuple palestinien. Voilà. Donc, c'est-à-dire, en fait, il pose dans le puzzle, il a posé une pièce qui est déjà éparpillée, qui est déjà terminée. Il profite en fait aussi du fait qu'en Israël, il y a le gouvernement le plus d'extrême droite de son existence. Et donc il profite aussi de cette situation-là pour pouvoir le faire. Mais il faut savoir que l'annexion de Jérusalem est quelque chose qui est en cours depuis longtemps. Et il y a pas mal d'Israéliens qui sont aux côtés des Palestiniens pour essayer d'empêcher la destruction de maisons, pour essayer de venir au secours de Palestiniens également. D'accord. Alors apparemment on a des questions, et alors on va essayer de les avoir sur l'écran. La régie m'interpelle sur les questions, et alors on va prendre. Alors, certains nous posent la question: où se trouve ce collectif? Oui. Donc ça veut dire que vous n'êtes pas connu à Strasbourg. Alors en fait, on devrait être connu parce que l'action la plus visible de notre collectif, c'est le groupe des femmes en noir. C'est ça. Alors je vais expliquer d'abord ce que c'est que les femmes en noir. Les femmes en noir, c'est un mouvement qui s'est créé en Argentine sous la dictature de Videla. Et c'était des femmes qui, étant donné que c'était la dictature, qui se réunissaient et qui tournaient en rond avec les photos de leurs maris, leurs frères, de leurs enfants qui étaient assassinés par la dictature. Et après, des groupes de femmes en noir se sont créés dans d'autres pays pour d'autres problèmes, d'autres situations, disons, concrètes. Et en particulier en Israël. Un groupe de femmes en noir s'est créé en 1968, je crois. C'était des femmes en noir israéliennes d'abord, avec des femmes en noir palestiniennes, qui protestaient contre l'occupation des territoires palestiniens. Alors aujourd'hui, les femmes en noir ne peuvent plus manifester ensemble parce que à cause du mur, à cause des checkpoints, à cause de la séparation de l'injustice totale, tout simplement. Voilà.
Mais il y a des groupes qui continuent de manifester. Et nous, à Strasbourg, on a créé ce groupe en 2004 également. Et tous les 15 jours, on a été devant la FNAC le samedi de 5 heures à 6 heures. Tous les samedis? Tous les 15 jours. Tous les 15 tous jours. les 15 jours jusqu'à cette année où on a dû faire les rassemblements seulement une fois par mois. Disons, on a réduit un petit peu là, pour l'instant. Mais donc ce groupe de femmes en noir est quand même relativement visible et relativement connu par pas mal de monde à Strasbourg. C'est intéressant. Parce qu'on est toujours là, on fait une information très importante sur la situation en Palestine, on distribue des tracts, on a des pancartes et on discute avec les gens. Et voilà, donc si vous voulez nous trouver, c'est la manière la plus simple de nous trouver. C'est tous les quoi, mardi, mercredi de chaque mois? Le premier samedi de chaque mois. Le premier samedi de chaque mois, place Kléber. De 5h à 6h. De 5h à 6h, j'invite tous nos internautes à être présents au prochain rassemblement qui aura lieu début du mois de mars. Le 3 mars. Le 3 mars à 17h, c'est ça? Oui, c'est ça. Le 3 à 17h, il faut soutenir les femmes en noir donc, qui se battent pour la cause palestinienne, d'une part, et d'autre part, surtout à travers les pancartes, vous interpeller les Strasbourgeois, les passants, pour justement expliquer la réalité de ce qui se passe sur le terrain. Et on fait aussi signer des pétitions. Vous faites signer également des pétitions. Pour la libération des prisonniers politiques palestiniens, par exemple. On a fait une grande campagne pour la libération de Salah Hamouri, qui est un franco-palestinien. Et de Barghouti aussi, non? Oui, de Marwan Barghouti. Marwan Barghouti, qui est toujours en prison. Toujours en prison. Et aujourd'hui, d'une jeune palestinienne qui a été mise en prison à l'âge de 16 ans. Oui, la fille... Tamimi. Tamimi, oui. Oui, Tamimi, son prénom, maintenant ça m'échappe. Elle est très connue. Très connue, celle qui voulait mettre le coup de poing... Oui, mais en fait, pourquoi elle a mis un coup de poing à un soldat? Il y avait un soldat qui venait de tirer une balle dans la tête de son cousin. D'accord. Et sans aucune... Donc elle a donné un coup de poing de rage, d'humiliation, enfin Voilà. Et elle a été mise en prison. Son procès est reporté tout le temps. Pour l'instant, elle y est toujours. Elle a fêté, enfin pas fêté, disons qu'elle a eu 17 ans en prison. Mais la réalité que Perrine décrit, en fait, c'est une réalité quasiment quotidienne. Et pour comprendre cette réalité, souvent, il faut y aller. Il faut y aller pour le vivre. Moi, je suis allé qu'une seule fois. Mais c'est vrai que c'est humiliant. On touche dans la dignité. Et l'injustice, on peut la comprendre qu'à partir du moment où, en partie, on l'a vécue. Parce que c'est difficile, lorsqu'on a un regard extérieur de France, de comprendre une situation, je dirais, complexe. Ce peuple-là, aujourd'hui... Je dirais, c'est un conflit qui dure depuis 60 ans. C'est le conflit que l'humanité aujourd'hui, contemporaine, n'a pas réussi à résoudre. Depuis les 60 dernières années, c'est un conflit qu'on n'a pas réussi. On n'a pas voulu le résoudre. On n'a pas voulu le résoudre. Je souligne exactement. Tu as entièrement raison. C'est-à-dire qu'on n'a pas réussi, on n'a pas voulu. Il n'y a pas eu de volonté politique de le résoudre. Et je trouve ça vraiment injuste. Et je trouve, après... J'ai bien compris qu'aujourd'hui, le conflit, il est plus sur la question du droit, d'accord, de l'injustice. Mais par exemple, moi, je suis un franco-turc, je suis de confession musulmane. Pour nous, la Palestine est un élément important. Jérusalem est un lieu saint, et figure parmi les 3 lieux saints de l'islam, la Mecque, Médine et Jérusalem. Et je trouve que c'est une honte par rapport à la réalité du monde musulman qui existe dans les pays avoisinants. C'est notre honte aujourd'hui, c'est notre honte du XXIe siècle, le fait qu'on n'arrive pas à résoudre ce problème-là. Et que tous les jours,
sous les yeux, on va dire, des grandes puissances, il y a une injustice, il y a des Palestiniens qui sont humiliés, tués, torturés, et qu'on n'en parle pas. Je veux dire, des fois, l'actualité prend le... C'est vrai que, après, il y a aussi un monde musulman aujourd'hui qui est divisé, qui est morcelé, avec ce qui s'est passé en Irak, en Syrie. Souvent, on oublie la Palestine. Mais la Palestine est un vrai problème de fond. C'est-à-dire, je pense que la Palestine est à l'image de nos réalités, d'une part, et d'autre part, je trouve que c'est la tâche de ceux qui vantent les questions des droits de l'homme, qui parlent d'humanité et qui concrètement sur cette question n'agissent pas du tout. C'est pour ça que je disais que la position de Macron, elle a quand même été un peu courageuse. C'est-à-dire, à un moment, il a dit: je ne m'aligne pas sur la position des États-Unis. Bon, il a peut-être dit ça, mais dans les faits, il n'a pas agi de façon à ce qu'on puisse avancer un petit peu sur cette question-là. Je veux dire, je donne un autre exemple. Il y a un mouvement, je vais repartir d'autre chose, de la raison aussi pour laquelle je défends le peuple palestinien. J'ai toujours trouvé que le peuple palestinien a un courage extraordinaire. Non seulement un courage extraordinaire, mais il arrive à sortir de toutes les situations les pires possibles. Et il trouve toujours une nouvelle façon de rebondir et de lutter. Il n'y a pas le choix aussi. Oui, mais enfin, c'est pas évident. C'est pas évident, parce qu'il y en a qui disent: oh, mais le peuple palestinien, finalement, petit à petit, il va être morcelés, ils vont partir de Palestine, etc. Pas du tout, pas du tout. Et justement, le mouvement qui a été lancé en 2005 par les Palestiniens et qui est aujourd'hui en pleine croissance et qui est le seul qui arrive vraiment à faire peur aux Israéliens, c'est le mouvement de boycott des investissements sanctions. Et ce mouvement-là est... BDS, voilà. Et ce mouvement-là est attaqué en France, beaucoup plus que dans d'autres pays. Sur le plan juridique. Sur le plan juridique, c'est-à-dire on essaye de l'attaquer sur le plan juridique. Justement, Alio Marie avait fait une ordonnance en tant qu'ancienne garde des Sceaux. Ancienne garde des Sceaux avait publié une ordonnance pour déclarer que le mouvement que le boycott était interdit, le boycott des produits israéliens. Or, c'est une ordonnance, ce n'est pas une loi. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est tangible sur le plan législatif. Et on a demandé plusieurs fois et de façon très claire et convaincante à Macron et avant à Hollande de revenir sur cette ordonnance. Il ne l'a pas fait. Et donc aujourd'hui, c'est quoi juridiquement? C'est permis ou pas? C'est-à-dire, c'est légal? Oui. Mais oui, c'est-à-dire le boycott des produits israéliens, le boycott d'Israël est autorisé. On n'a pas le droit de dire j'appelle au boycott des produits israéliens. Ça, c'est interdit de dire ça. Oui. Pourquoi? Mais parce que à cause de cette ordonnance qui a été établie. Mais quelle est la différence entre appeler au boycott mais sans nommer Israël, c'est ça? Si, on peut nommer Israël, mais pas dire les produits israéliens. Je veux dire, nous avons des camarades à Mulhouse qui ont été condamnés pour cela. Et ils sont encore... le jugement est aujourd'hui à la Cour des droits de l'homme. Donc il n'a pas encore été tranché. Voilà. D'accord. Et donc, je voulais dire... en tout cas, c'est des moyens de levier qui existent pour faire pression. Voilà. C'est-à-dire, à un moment donné, il y a une injustice qui est commise. Et pour sanctionner cette injustice-là, il faut appeler au boycott d'un certain nombre de réalités et de produits. Alors, pour revenir à Macron, justement, on a aussi sollicité son intervention pour la libération de Salah Hamouri. Salah Hamouri n'est toujours pas libre. Il est donc franco-israélien, franco-palestinien, pardon, excusez-moi.
Et donc, c'est la le double devoir, nationalité. voilà, c'est le devoir de l'État français de le défendre, puisque c'est un de ses enfants. Bon, de façon concrète, pour l'instant, on n'a pas vu grand-chose se passer, Mais malheureusement. quand il s'agit de la Turquie, il appelle rapidement M. Erdogan pour demander la libération des journalistes français. Mais quand il s'agit de prisonniers politiques, c'est ça, hein, c'est un prisonnier politique, en Palestine ou en Israël, je dis la Palestine, en Israël, malheureusement, il y a d'inaction, quoi. On est spectateur. Ouais. Parce qu'il faut savoir aussi, je reviendrai après sur la campagne de boycott, mais il faut savoir aussi que pour Israël, justement, il y a la détention administrative, qui est un scandale. Parce que la détention administrative, ça veut dire qu'on peut emprisonner n'importe qui, et sans raison, et aussi longtemps que nécessaire, que Israël le désire. Donc, Salah Hamouri, par exemple, doit être libéré. Il n'a toujours pas été libéré. Et de la même façon, Ahed Tamimi, qui doit être libéré aussi fin février, risque de replonger donc, en vertu de cette arrestation administrative. Et aujourd'hui, les prisonniers palestiniens font une grève en direction justement de la détention administrative pour demander aux autorités internationales d'agir pour qu'Israël revienne sur cette question, parce que c'est contraire à la Convention de Genève, c'est contraire à différentes lois internationales. Est-ce qu'entre nous, vous pensez vraiment qu'Israël est préoccupé par les conventions de Genève? Non. Ou le droit international? Mais par son image, oui. Israël est très préoccupé par son image, ça oui. Et donc, à partir du moment où il y a une pression, où il y aurait une pression vraiment importante, bon, Israël pourrait revenir sur certaines choses. C'est arrivé récemment, pour la première fois, justement, à Jérusalem, quand il y a eu le soulèvement de jeunes Palestiniens à Jérusalem contre les checkpoints qui avaient été placés tout autour de l'esplanade des mosquées. Et Israël a enlevé a fait marche arrière. A fait marche arrière sur ce point. Et c'est quand même important, parce que c'est pas très fréquent qu'Israël fasse effectivement marche arrière. C'est vrai. Juste une dernière question et nous allons petit à petit terminer notre émission. Alors vous l'avez dit dans... Vous n'avez pas terminé? Non. Allez-y, mais non. Vous avez la parole. C'est-à-dire, oui. L'émission, elle est destinée pour l'intérêt du peuple palestinien, pour dire les injustices que l'État d'Israël commet et a commis à l'égard de ce peuple-là, et les injustices qui continuent toujours au jour d'aujourd'hui. Donc vous avez la parole. Mais j'aimerais juste vous poser une petite question sur votre judéité. Oui. Alors, vous êtes française, de confession juive, donc vous êtes israélite. Est-ce que vous avez une quelconque pression de votre communauté? Non. Est-ce qu'il y a beaucoup de Françaises de confession juive comme vous sensibles sur cette question-là ou pas? Je veux dire, quel est le rapport que vous avez en interne par rapport à ce conflit? Je dois dire que à Strasbourg en particulier, on est vraiment une minorité, quand même, une minorité, c'est-à-dire que la communauté juive à Strasbourg est celle qu'on voit, en tout cas, celle qu'on voit est très pro-israélienne. Et donc, moi, je sais que j'ai une partie de ma famille qui ne me parle plus. D'accord. Oui, parce que, voilà, pour eux, on n'est pas conforme à ce qu'ils pensent. Mais dans l'ensemble de la France, on peut dire que c'est la partie visible de l'iceberg, la communauté israélite qui manifeste pour Israël. C'est la partie visible parce qu'ils sont très agressifs contre tous ceux qui défendent les droits du peuple palestinien. Ils sont très agressifs et très actifs également. Et en particulier pour essayer d'empêcher le développement de la campagne de boycott des investissements sanctions.
parce que je voulais encore dire 2 mots Allez-y, à allez-y, je propos vous en prie. de cette campagne, parce que c'est très important. Bon, chacun de nous, on peut boycotter effectivement les fruits, les légumes, etc., qui proviennent d'Israël, ou faire remarquer que certains proviennent d'Israël, mais l'étiquette est changée, ça aussi, ça arrive. Mais ce qui est important, c'est le boycott des entreprises israéliennes. Et nous manifestons souvent justement pour boycotter, par exemple, ça a été récemment AXA ou Hewlett Packard, qui collaborent directement avec l'armée israélienne. Et donc, ils font partie de ceux qui participent au bain de sang du peuple palestinien, il faut le savoir. Hein. Donc la marque HP, c'est ça? HP, oui. Et pourquoi ces produits... non, c'est pas produit en Israël, je veux dire. HP, non. Mais ils ont des contrats avec Israël. Avec Israël. Et par exemple, AXA, qui est très connu, hein, qui est allemande, c'est ça? AXA. Non, c'est français. C'est français. Pardon. Allianz, c'est allemand. Non, c'est AXA. A des fonds importants dans 3 banques israéliennes et également dans une des plus grandes entreprises militaires israélienne qui a participé au bombardement de Gaza, etc. Enfin, tout ça. Donc, c'est vraiment une lourde charge. Et les gens comprennent bien quand on fait ces actions, ils comprennent tout à fait. Hein. Et on leur demande de ne plus adhérer à AXA, par exemple, de ne plus acheter d'appareils Hewlett Packard. Alors, pour la 3e lettre, B et D, D c'est des investissements, donc des investissements de ces entreprises-là et des entreprises israéliennes, bien sûr. Et S, c'est les sanctions. Alors là, on demande en particulier à l'Europe d'arrêter, d'interrompre, disons, l'accord qu'il a avec Israël, qui permet à Israël d'avoir des tarifs moins chers pour l'exportation de ses produits vers l'Europe. Et ça, c'est contraire au droit même, c'est contraire à la charte même de cet accord. Et donc, on demande à l'Europe d'arrêter cela. On a demandé aussi à Macron de reconnaître la Palestine, qu'il ne veut pas reconnaître. Vous ne pensez pas que ça va arriver dans les années à venir? Je pense qu'on est en train de... Non, politiquement... Je suis un peu, comment dire... Sceptique. Sceptique, et puis on attend depuis si longtemps. C'est vrai. On va attendre encore combien de temps? Combien de morts? Combien de Palestiniens vont encore souffrir, être emprisonnés, être torturés? Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont dans les prisons israéliennes. Ça, c'est très très grave. Hein. C'est toute une génération que Israël essaye d'anéantir en capturant les enfants. Ils peuvent faire pression aussi sur les parents et puis ils détruisent psychologiquement ces enfants. Écoutez, en tout cas, merci pour votre témoignage, vos actions, pour ce que vous faites. C'est tout à votre honneur. Je pense que c'est un collectif qu'il faut soutenir. Donc je demande à nos internautes, à ceux qui nous suivent via Facebook, via YouTube, d'une part de soutenir cette association. Donc je le rappelle, vous êtes présents tous les samedis. Tous les premiers samedis du mois. Le prochain, c'est le 3 mars à 17h, place Kléber, les femmes en noir. Pour celles qui ont, ou ceux qui ont le temps, parce que femmes en noir, mais c'est pas que pour les femmes. Les hommes aussi peuvent il y a plus de femmes, mais il y a plus de femmes, mais c'est ouvert à tout le monde. Et quelquefois, on fait des manifestations plus grandes où on invite beaucoup de gens, d'associations, de nous rejoindre. Voilà. En tout cas, il faut soutenir. Pour ceux qui sont intéressés par cette cause-là et qui sont sensibles à la cause palestinienne, pour ceux qui veulent soutenir ce peuple-là dans son combat pour la dignité et pour la justice, je vous invite à venir le 3 mars prochain, place Kléber, à être présent aux côtés des femmes en noir. En tout cas, Perrine, je tiens à te remercier chaleureusement de ta présence. Sache que ce média-là, ce plateau-là, vous est destiné
Vous pouvez y venir quand vous souhaitez pour ces causes justes et exprimer les messages que vous souhaitez faire passer, vos actions. En tout cas, notre public et nos auditeurs seront très attentifs à vos paroles. Je vous remercie. Voilà, donc merci. Chers amis, chers téléspectateurs, chers internautes de Média France TV, donc je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle émission. Et surtout, n'oubliez pas de dire à ceux qui vous sont proches, à ceux qui vous sont chers, que vous les aimez. Et je vous souhaite une bonne soirée.